Voilà, alors sont présents aujourd'hui pour cette conférence de presse un certain nombre de personnes, et je pense qu'on est suffisamment peu nombreux pour pouvoir discuter de manière très libre, mais donc de ma gauche jusqu'à la droite, en tout cas dans mon sens, Claude Charles pour le cinéma, absolument, Loïc Lachenal pour la Chambre professionnelle des directions d'opéra, Fabienne Voisin qui est la présidente du Synolire, qui est le syndicat des orchestres de droit privé, enfin sous statut privé, Benoît Machuel qui est le directeur de la Fédération internationale des musiciens, la FIM, Yves Sapir qui est le président du SNAM CGT et violoniste à l'Orchestre national de Toulouse, capitale de Toulouse, et Marc Skipper qui est également du SNAM CGT. Qui intervient pour la Fédération du spectacle. Et absolument, et Fédération du spectacle. C'est assez inhabituel qu'on se retrouve ensemble et on le fait face à une situation qui nous paraît suffisamment grave pour que on rejoigne ensemble d'une part l'appel de la FIM qui vous a été transmis en copie et que d'autre part on ait décidé de traduire ensemble cet appel dans un autre texte qui est évidemment complémentaire mais qui nous a semblé refléter l'opinion à la fois des employeurs et des salariés en France, des organisations d'employeurs et des organisations de salariés en France à un moment où, même dans notre pays, la situation n'est pas facile du tout. Je voudrais d'abord insister sur le fait que, le secteur que nous représentons est un secteur extrêmement dynamique. On l'a vu avec l'inauguration du nouvel auditorium de Radio France, et puis il va y avoir l'ouverture de la salle de concert parisienne, bien sûr. Donc, il s'agit pour moi d'insister beaucoup plus sur le dynamisme, le potentiel et la modernité du secteur que d'agiter inutilement un signal d'alarme. En revanche, en dépit de ces signaux qui sont positifs et qui témoignent de la vitalité du secteur de la musique symphonique, il y a chez nous de très très vives inquiétudes parce qu'on constate une fragilisation de l'ensemble de notre secteur. En témoigne ce qui s'est passé, la crise très grave qu'il y a en ce moment à l'orchestre de Rome, l'orchestre de l'Opéra de Rome, pardon. Mais il y a eu aussi les crises au Metropolitan de New York, le New York City Opera, actuellement encore les soubresauts d'une crise à l'orchestre d'Atlanta, l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam qui semble aussi menacé depuis quelque temps. Donc il y a une préoccupation très très vive vis-à-vis de l'ensemble du paysage orchestral qui semblerait témoigner d'une distanciation du politique par rapport à ce qui a toujours été depuis les débuts de l'orchestre symphonique, une présence dans la cité, dans les communautés, au service des publics. Et un des domaines dans lesquels les orchestres ont beaucoup progressé, ont fait énormément, c'est précisément ce travail vers les publics. Donc aujourd'hui, l'orchestre est une sorte de plateforme dans la cité qui est complètement tournée vers l'ensemble des publics avec des actions pédagogiques notamment. C'est un secteur qui prend pleinement en compte l'irruption du numérique, de l'Internet, des réseaux sociaux. Donc on est en pleine modernité. Donc, cette campagne, c'est un cri d'alarme pour dire à l'ensemble des décideurs politiques ou toutes les personnes qui jouent un rôle dans le paysage symphonique et lyrique, pour leur dire attention, il y a une responsabilité qu'il faut continuer d'exercer. C'est pas juste pour dire la culture, la culture, la culture. La culture, bien sûr, est un des piliers de nos sociétés, c'est ça qui permet leur cohésion. Mais la musique symphonique n'est pas la bonne cible si on doit envisager de réaliser des économies pour sauver certains pays de la faillite. Il y a des seuils qui sont critiques dans les orchestres. Un instrument n'est pas substituable à un autre. Donc, la part que représente le budget de la culture, le budget de la musique symphonique dans le budget général de nos États n'est pas significative. On est à la marge. Donc, prendre le risque de fragiliser
dans le pays où des initiatives sont prises dans ce sens, de fragiliser les orchestres et les opéras en pensant qu'on contribue à assainir les finances publiques, c'est une dérive contre laquelle nous dressons. Donc nous sommes très heureux de voir que cette initiative internationale rencontre en France un soutien coordonné et unanime dans l'ensemble du secteur, à la fois les syndicats et les organisations représentatives des employeurs. Le travail fait par les orchestres et les maisons d'opéra sur les territoires est absolument remarquable. J'allais dire qu'il est vertueux lorsqu'on se place dans la directive des politiques qui était la démocratisation culturelle il y a 30 ans. En tout cas, moi, quand je suis arrivé en âge suffisamment élevé pour comprendre ce que cela voulait dire. Et il y a plutôt effectivement un très beau constat à faire que ce travail est fait par les orchestres qui sont devenus des acteurs et les chambres et les maisons d'opéra. D'ailleurs, j'excuse Alain Surance, qui est le président de la CPDO, de la Chambre professionnelle des opéras, qui malheureusement n'a pu se joindre à nous. Ce travail est fait d'une façon extrêmement précise, et en ce sens, effectivement, même le métier de musicien d'orchestre et d'orchestre d'opéra a énormément évolué dans ces 10-15 dernières années, puisqu'ils sont extrêmement impliqués dans cette démarche d'aller vers le public, d'aller chercher le public et de faire tomber toutes ces barrières qu'on pouvait remarquer il y a, j'allais dire, un siècle, mais presque. C'est-à-dire, on n'est plus les mêmes. Ces institutions se sont évidemment énormément modernisées, en tout cas ont agi d'une façon très profonde sur cet accès donné au public. Je donnerai simplement un exemple sur cette capacité à aller vers le public, puisque un orchestre et un opéra, ça n'est pas que des concerts, c'est toutes les actions culturelles qui sont menées justement à la conquête de ce public, et cela depuis des années. Pour ce qui concerne les orchestres, c'est 3000 actions par an à destination du public. C'est pour les opéras 200 000 spectateurs qui assistent à ces actions culturelles. On voit bien là le partage d'un patrimoine existant, mais ça n'est ni seulement que des concerts, des actions culturelles, c'est évidemment tout ce qui concerne la création. C'est-à-dire qu'on écoute aujourd'hui un orchestre d'une façon bien différente que dans les concerts. Vous pouvez l'écouter dans les publicités, vous pouvez l'écouter dans les musiques de films. C'est également une présence qui est à noter, puisque c'est une visibilité supérieure et qui démontre là aussi une agilité de ces institutions à s'inscrire aussi dans le domaine numérique, donc dans une réalité concrète qui est imaginée sans cesse dans l'innovation pour cette accessibilité. C'est-à-dire que si on pensait, et on voit effectivement au niveau international des signaux extrêmement inquiétants sur des disparitions annoncées d'orchestres, j'allais dire Rome évidemment, mais le plus incroyable dans un secteur très proche, c'est le Concertgebouw d'Amsterdam. On ne peut pas rester indifférent à cette annonce-là qui prédit bien de mauvaises choses. Également, si un orchestre disparaît, c'est un accès pour le public en moins sur ce patrimoine et sur cette mission de service public que mène l'ensemble de nos institutions sur les territoires. Je pense qu'on a connu une époque où il y avait des cloisonnements extrêmement stricts dans les comportements des publics entre les différents genres. Et on sait qu'il y avait un public du théâtre, d'ailleurs un public du théâtre dit subventionné, un public du théâtre privé par exemple, mais dans notre domaine en tout cas, un public de l'opéra qui n'était pas le public de récital, qui n'était pas le public de la musique de chambre et qui n'était pas le public de l'orchestre. Et les institutions opéra ou orchestre pouvaient fonctionner en quasi-autarcie avec un public qui était un public acquis, fidèle et qui se renouvelait sans cesse. Ce cas de figure n'existe plus. Et donc aujourd'hui, le nouveau visage, les nouvelles modalités de travail, aussi bien d'une maison d'opéra que d'un orchestre, c'est le partenariat avec les autres acteurs locaux à l'échelle de leur territoire. Et ces acteurs locaux, c'est évidemment les autres acteurs locaux dans le domaine musical, on parle, Yves évoquait tout à l'heure le conservatoire, mais c'est aussi un travail avec des acteurs sociaux,
et l'implication des orchestres dans ce domaine-là est extrêmement importante. Et puis c'est évidemment la place qu'occupe une institution de ce type-là par rapport aux problématiques d'emploi. Problématique des musiciens bien évidemment, mais aussi d'activité économique de l'ensemble du territoire concerné, pour lesquels les orchestres ou les maisons d'opéra représentent un vecteur d'attractivité, un vecteur d'image qui est absolument essentiel. Je pense que cette notion-là de l'orchestre ou de l'opéra comme l'un des acteurs culturels, mais aussi politiques et économiques à l'échelle de son territoire, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est mis en pratique pour le coup d'une manière extrêmement importante. Une des données les plus choquantes de ce qui s'est passé à Rome, c'est pas tant la disparition de nos orchestres qui s'est déjà produite, je ne dirais pas qu'on s'y est habitué, mais qui est quand même quelque chose auquel on sait faire face. On a déjà trouvé des situations équivalentes, y compris en France, où on a réussi à sauver des orchestres qui étaient voués à la disparition. Ce qui est beaucoup plus nouveau avec l'Opéra de Rome, c'est ce qui a été présenté comme étant l'alternative à la présence de cet orchestre permanent et de ce chœur permanent, parce que n'oublions pas quand même qu'à Rome, il y a aussi le chœur qui a été licencié au cours d'une réunion qui a duré 2 heures quand même. Donc avec une violence incroyable, une violence décisionnelle. Enfin, on sent vraiment qu'il y a de la barbarie dans cette histoire. C'est pour ça que ça motive quand même la protestation aussi forte au niveau mondial. Benoît pourra en attester. Mais ce qui a été la proposition de la direction de Rome, c'est de dire, bon, on se sépare de cet orchestre permanent, mais l'opéra ne disparaît pas. L'orchestre va être remplacé par une structure dans laquelle on ira piocher la main-d'œuvre au fur et à mesure des besoins. En gros, la notion de permanence de la structure, de l'orchestre, la permanence du chœur, est totalement remise en question. Et là, on voit bien qu'on est sur une question qui est fondamentale aujourd'hui, pas seulement en France, mais dans tous les pays européens, en tout cas, et même mondiaux, dans tous les pays où il y a des orchestres permanents, c'est qu'est-ce que c'est qu'un orchestre? Qu'est-ce que c'est qu'un orchestre? Je suis persuadé, c'est peut-être provocateur ce que je dis, mais je suis persuadé que si tous les orchestres permanents en France disparaissaient, il y aurait quand même une offre musicale. On n'est pas complètement centré sur nos activités pour imaginer qu'on est la seule proposition en matière de programmation artistique en France. Le paysage s'est totalement changé, avec notamment la venue d'un certain nombre d'ensembles baroques, d'ensembles intermittents, d'une offre internationale parfois basée sur du dumping social, avec des orchestres où les conditions dans lesquelles les emplois des artistes pourraient donner l'occasion d'une nouvelle conférence de presse. Bon, on n'est pas là-dessus, mais enfin, effectivement, l'offre musicale existe. La question, c'est à quoi sert un orchestre dans la cité? Et quel est le dommage pour les citoyens lorsqu'un orchestre disparaît? Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, tout ce qui a été décrit sur la modernisation, sur l'adaptation des orchestres à ce que sont aujourd'hui les demandes citoyennes, tous les orchestres aujourd'hui ont des actions pédagogiques, tous les orchestres ouvrent leur répertoire en direction des plus jeunes, tous les orchestres diversifient leurs activités en direction des territoires ruraux, etc., etc. Donc, à travers les menaces sur les orchestres permanents, c'est aussi l'universalité de l'offre, et c'est pas seulement l'offre musicale. C'est qu'est-ce qu'aujourd'hui un orchestre permanent est en capacité de faire, et qu'est-ce qu'il ne pourra plus faire si on continue cette espèce de destruction d'un patrimoine. Parce que c'est quand même, au travers d'un orchestre, c'est aussi l'histoire d'un orchestre. C'est la construction de répertoire, la construction d'un son, la construction d'une manière de jouer. Mon orchestre, l'Orchestre du Capitole, il a une histoire autour de la musique française qui s'est construite en 30 ans. Et tous les orchestres aujourd'hui en France, en Europe, dans le monde, ont eu cette identité artistique qui s'est construite par la permanence, par le travail constant qui a été fait avec une équipe permanente. Et donc là, on est véritablement sur une évolution, enfin, une perspective historique dont je pense les responsables politiques n'ont aucune conscience. Alors je ne vais pas caricaturer le trait, mais je pense qu'ils sont, d'une certaine manière, victimes de leur propre politique qui a duré depuis des décennies par rapport à l'éducation artistique, par rapport à la place des arts dans les médias, qui fait qu'on a aujourd'hui des dirigeants politiques qui n'ont strictement rien à faire et qui ne portent plus ce qu'ils portaient, je dirais presque par nature sociologique,
auparavant. Et donc là, on est dans une nécessité, nous, acteurs culturels, de dire, attendez, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de détruire? On a 22 régions administratives actuellement, 20 de ces 22 régions ont un orchestre. Donc il en manque 2, d'accord. Il y en a quand même 20 qui en ont. Toutes les villes de plus de 200 000 habitants comptent un orchestre permanent. Ce qui est aussi un chiffre intéressant, surtout si on le lit à l'envers, c'est-à-dire si on imagine ce que ça voudrait dire que des orchestres permanents disparaissent. Tout ça pour, alors là je suis exclusivement sur le symphonique, mais à peu près 3000 concerts annuels, 3400 œuvres différentes présentées, et 105 créations, c'est ça que je voulais évoquer aussi. Si on regarde l'ensemble du répertoire des orchestres, on est à peu près 3% de créations, donc d'œuvres nouvelles. Là, vous pouvez dire aussi, mon Dieu, que c'est peu, et on sait à quel point c'est beaucoup. C'est-à-dire que ça n'est jamais suffisant, évidemment, mais ça représente quand même, pour chacune des directions d'orchestre, et pour les musiciens aussi d'ailleurs, toujours un enjeu qui est de présenter une œuvre dont on sait qu'a priori, en France, aujourd'hui, elle ne va pas attirer autant le public qu'une œuvre de Mozart, justement. Quoique, ça reste à voir, parce que Mozart peut aussi lasser, entre guillemets. Et c'est intéressant d'avoir des chiffres de ce type-là. Et à nouveau, des chiffres intéressants, 88% des concerts sont présentés dans la région d'implantation de l'orchestre. Là aussi, c'est intéressant de se dire qu'on a en France à la fois des orchestres qui ont une vocation internationale et locale. On est sur le lieu de résidence de l'orchestre de Paris, donc on voit très bien ce que ça veut dire. Mais pour l'ensemble des autres orchestres, l'activité est principalement une activité régionale. Ce qui là veut dire encore beaucoup en termes d'écosystème, c'est un mot très à la mode, mais la présence de l'orchestre sur son territoire, je le redis, est quelque chose d'absolument essentiel par rapport à toutes les chaînes musicales. Des orchestres menacés à l'international, Rome, Amsterdam, etc. Mais vous n'avez pas parlé des menaces en France. C'est difficile d'en parler parce que d'abord tous les cas ne sont pas encore sur la place publique. Il y a beaucoup de discussions, d'approches qui sont faites au sein des conseils d'administration qui nous reviennent, sur lesquels on se positionne. Donc ça va être difficile d'en faire un inventaire très très précis. Maintenant, voilà, malheureusement, certains ensembles sont habitués, notamment dans le sud, de titres de journaux, donc on sait que les équipes sont fragiles. Mais voilà, mais c'est tout ce qui est intéressant, ce que disait Yves, c'est que maintenant, nos adhérents nous font remonter des discussions qu'ils ont avec, pour beaucoup dans les villes, parce que ça reste une administration très importante pour le secteur de la musique, de directeurs généraux de service ou même de personnel politique qui n'hésitent plus à évoquer la question purement budgétaire d'économie, comme si on rayait une ligne d'économie, alors que ça concerne la vie d'un ensemble permanent, un certain nombre de salariés, une activité, et sans aucune sorte d'autres questions, comme si ça allait de soi, sans aussi naturel qu'une sorte de rationalisation des dépenses. Mais rappelez quand même que la constitution des orchestres et des maisons d'opéra, c'est quand même une œuvre de politique publique. Ces orchestres et ces maisons d'opéra ont une histoire séculaire pour beaucoup d'entre eux et dont l'existence est largement antérieure à celle même du ministère de la Culture. Donc c'est bien que la société a voulu se doter de ces... Et heureusement. Non mais c'est bien que notre pays, enfin l'Europe en général, même, a voulu se doter d'outils de politique culturelle citoyenne. Pour créer un orchestre, pour qu'un orchestre fonctionne bien, il faut minimum 20 ans. C'est pas possible. On ne peut pas faire un orchestre. Vous savez, c'est un peu comme les équipes de football. Vous prenez les meilleurs footballeurs, ça ne fait pas forcément une bonne équipe. Il va de même pour les orchestres, c'est pareil. Les orchestres, il faut que les gens aient l'habitude de travailler ensemble et il faut 20 ans. Ça, c'est le minimum. Alors, j'ai eu la chance, moi, de participer à la création de l'Orchestre de Paris en 1967. Juste avant, on avait supprimé, rappelez-vous, l'Orchestre de l'Opéra Comique. Ah oui, alors que l'Opéra Comique était quasiment plein, tous les jours. On n'a pas compris. On a fait la RTLM, l'époque de la règle de théâtre nationaux, et petit à petit, bon, les musiciens partant à la retraite, on les a remplacés. Aujourd'hui, fort heureusement, même auparavant, si on voit dire, il y a peut-être moins d'orchestres, mais ils sont bien meilleurs qualité. Ça, il faut écouter n'importe quel orchestre, en
France, en région, c'est-à-dire, je ne vais pas dire province, c'est d'excellente qualité. Pourquoi? Parce que ces orchestres ont l'habitude de travailler ensemble depuis beaucoup d'années. Et il faut en tenir compte, il faut écouter. Et moi, lorsque j'écoute n'importe quel orchestre de région, je trouve ça très bon, très très bon. Auparavant, il y avait l'orchestre, il y avait les orchestres parisiens et le reste. Donc maintenant, il y a des orchestres qui peuvent rivaliser avec les plus grands orchestres internationaux, et c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. En même temps, il y avait, chaque grande ville avait son orchestre de radio. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On pourrait développer orchestre par orchestre tout le travail qui est fait, qui est un travail assez considérable. Et dans cette politique, dont les termes politiques dans la loi ou dans la création du ministère étaient la démocratisation, c'est-à-dire l'accès pour tous et l'équité territoriale, on se rend compte aujourd'hui, à travers des interventions diverses et variées de politique, même de la nouvelle ministre de la Culture, qu'il y a une grande confusion qui règne sur la différence entre l'équité territoriale et l'accès pour tous. Je crois que les orchestres font la démonstration qu'un travail en direction de la jeunesse, des jeunes, dans toutes les zones, sur tous les territoires, est quelque chose d'un lien qui est autre chose que uniquement de la démonstration, mais qui est de créer un vrai lien social et un vrai lien culturel. Et on le sait, les concerts qui suivent ont un sens complètement différent à partir du moment où il y a eu ce travail avec la jeunesse qui est fait, et puis dans les projets qui se développent. C'est vrai que la Cité de la musique développe son projet Demos en direction des collèges et des enfants défavorisés. Il y a des centaines et des centaines d'enfants sur tout le territoire qui, encadrés par des musiciens, travaillent, font la découverte de l'instrument, de l'interprétation, et que c'est un travail considérable. Et on est dans une période où, effectivement, politiquement, on a les lois de décentralisation qui sont en train d'être adoptées. On a eu la loi sur les métropoles, on a maintenant le regroupement des régions, on a un projet de loi sur la culture, sur le patrimoine et sur l'architecture qui devrait être débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat au premier semestre 2015. Et pour nous, c'est un objectif considérable. C'est-à-dire, nous ne cesserons pas, après cette semaine de la FIM, enfin cette semaine, 15 jours de la FIM, à nous exprimer, à travailler, à donner du sens à cette loi, à la loi culture en lien avec les lois de décentralisation. Aujourd'hui, nous pensons que les économies qu'on tend à réaliser n'ont rien à voir avec la force que peut avoir des orchestres et des maisons d'opéra sur les territoires. L'enjeu du service public est un enjeu considérable. Et puis, les débats par rapport à notre secteur traversent depuis 30 ans tout le secteur de la culture, vous le savez, entre ceux qui disent prends un peu d'argent là pour le mettre ailleurs parce qu'il y a des secteurs qui sont très défavorisés en termes de financement. On sait très bien que c'est pas comme ça qu'on assume une politique culturelle. Ce qu'il faut affirmer et défendre, c'est la diversité culturelle, la diversité des esthétiques et des interventions, mais donc la diversité et la force que représente l'orchestre et les maisons d'opéra dans la cité et sur les territoires. Et là, nous savons qu'il y a un débat politique sur toute la première partie de ce texte de loi qui voulait rappeler les rôles des missions de service public confiées à des institutions culturelles, la place des institutions culturelles sur le territoire, l'éducation artistique et la pratique artistique des jeunes et des moins jeunes, aux côtés d'un secteur professionnel en développement, dont une partie est basée sur la permanence artistique, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Donc ce sont des enjeux de société pour nous. Nous pensons que les débats sont un peu démagogiques, et puis la révolution numérique, on nous le sort tout le temps. On a participé à beaucoup de missions qui ont eu lieu sur ces questions. Et je me souviens qu'avant d'être auditionné par la mission Les Scurs, on avait été regardé sur YouTube
un peu la pratique d'accès à la musique. Et donc on avait tapé 5e symphonie de Beethoven et ce qui était le plus regardé, avec 6 millions de clics, c'était un gamin de 6 ans aux États-Unis qui était debout sur un tabouret et qui dirigeait sa chaîne. Et donc nous pensons que par rapport à toutes ces évolutions technologiques et ces révolutions technologiques, la bataille qu'on mène, c'est la bataille aussi de l'humain, du sens de la culture, du partage de la culture, et non pas d'une économie d'industrie de contenants et pas de contenu qui fait du mal à tout le monde dans tous les secteurs de la culture et de la musique.